Alors, cette semaine, chers amis, et c'est un sujet qui a été demandé par un habitué de la chaîne qui nous a dit ça serait le fun que tu nous parles ou vous nous parliez de VPN. Tout le monde entend ce mot-là, très peu, beaucoup l'utilisent sans trop savoir c'est quoi, sans savoir comment ça marche. VPN veut dire Virtual Private Network ou réseau privé virtuel, RPV, pour ceux qui utilisent en français. Et l'idée est née dans la tête de Microsoft qui s'appelait Gurdet Depp, excusez-moi, Singh Pal, ingénieur chez Microsoft, qui, au début des années 90, commençait à travailler sur un protocole d'échange de données qui serait un peu plus sécurisé que ce qu'il faisait à l'époque et qui permettait de répondre à un problème qui se présentait sur les réseaux PSTN. PSTN qui veut dire Public Switch Telephone Network, donc les réseaux privés, publics, excusez-moi, de téléphonie commutée, qui servaient à se connecter au réseau Internet, qui avait certaines particularités euh, de tenir la connexion, de l'échapper, de la perdre, de continuer la connexion, ces choses-là. Donc, se sont penchés, il est co-auteur du protocole PPP, qui est un des premiers protocoles utilisés pour l'univers des VPN, qui est le Point-to-Point Tunneling Protocol. Et après ça, il s'est mis avec plusieurs compagnies comme Tricom, Ascend Communication, SCI, Telematic et US Robotics, qui étaient d'ailleurs derrière la plupart des fournisseurs d'Internet à travers les États-Unis. Et ils ont développé la norme RFC 1171 dans laquelle on explique l'entièreté du protocole. Donc, on définit comment va fonctionner ce protocole-là, c'est quoi ses particularités, son architecture. Et pour vous faire une petite image rapide, sans rentrer dans les détails, quand on transmet des données on en a parlé la dernière fois ou l'avant-dernière, la couche OSI, Patrice. Oui. Donc, la deuxième couche OSI, qui est la couche des données. Et dans cette couche-là, on peut utiliser différents types de façons de transmettre l'information. Donc, ça peut être le TCP/IP, ces choses-là. Mais il y avait des protocoles de transfert de données qui étaient le SDLC, qui est le Synchronous Data Link Protocol, qui est une espèce d'ajout à un plus ancien protocole qui était le SLIP. Je ne rentrerai pas dans les détails. Oh, oui. Le protocole ajoute une petite particularité de plus que l'autre. Je vous donne un exemple. Le PPP, qui est le Point-to-Point Protocol, qui a donné naissance au PPTP, Oui. permettait de faire de la correction de paquets. Donc, je renvoie un paquet, je le valide à l'autre bout, il est complet, je le prends, il n'est pas complet, j'en redemande un autre, ces choses-là. Donc, ce protocole-là a fait naître le besoin d'avoir un tunnel pour pouvoir accéder à des ressources d'entreprise. C'était entreprise dirigée à l'époque. Et il faut comprendre, on en a parlé l'autre fois, on a le WAN, qui est le Wide Area Network, qui est le réseau Internet en dehors de chez toi, en dehors de ton entreprise. Puis on a le LAN, le Local Area Network, qui est le réseau local à l'intérieur d'une entreprise ou de chez toi. C'est deux réseaux distincts qui peuvent communiquer, mais dans lesquels on ne peut pas accéder d'un à l'autre. Et en créant un tunnel, tu vas être d'accord, Patrice, les universités avaient besoin d'échanger. Oui. Donc, ils se sont créés des tunnels entre deux services LAN d'une université et d'une autre université, le DARPA d'abord, et ainsi de suite. Oui. Et ça permettait de rester sur le même LAN, malgré qu'on passait par le WAN, qui était moins protégé, moins sécurisé. Donc, les données étaient encapsulées dans une capsule, une tic-tac, dans lequel on décrivait l'entête, qu'est-ce que va comprendre les données, en quoi elles seront encodées, quelle encryption est utilisée, combien mesure le paquet, c'est quoi le code de validation de ce paquet-là. Et on prenait cette capsule-là, on la mettait dans un tuyau protégé encrypté, et de bout en bout, ce qui se passe entre les deux était lisible pour la majorité des ordinateurs.
Je me Donc, c'est un peu... souviens, pour te donner une idée, Vas-y. là, en 1994, je travaillais au département informatique du Club Biz, l'ancêtre des bureaux en gros, qui était à l'origine via M. Lodmer et Steinberg, les anciens de Steinberg. Et on avait un magasin à Ottawa et on voulait relier ce magasin-là au magasin, à notre réseau finalement à Montréal. Et euh, les coûts d'interconnexion étaient très, très élevés là, entre les deux sites. Et on est en arrivé à la conclusion qu'on avait installé un VPN de Motorola. C'était deux boîtes de Motorola, un à chaque bout. Et c'était du VPN entre les deux. Et on avait la même vitesse, mais on payait genre 25 du coût, là. Wow! Parce que tu avais pris cette méthode-là de transfert de données. Ouais, 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 entre ces magasins-là. Donc, c'était vraiment avant-gardiste là, dans ces années-là, là, parce que c'était des boîtes noires que tu achetais de grands fabricants, mais Mhm. le but, c'était de réduire significativement tes télécoms, là. Exact. Ouais. Puis, pour ceux qui, tu sais, on utilise, tu sais, de nos jours, les gens utilisent un VPN. La plupart du monde qui utilise un VPN, Patrice, c'est essentiellement pour Netflix, presque, Ouais. majoritairement, pas tous, là, on s'entend, mais je veux dire, pour pouvoir apparaître comme s'ils étaient en Angleterre, en France, et ainsi de suite, et avoir accès à des catalogues Netflix qui autrement ne seraient pas disponibles parce que quand tu as un tunnel, si ton adresse IP elle est canadienne, mais que tu accèdes à un VPN qui se connecte à un autre VPN, la partie tuyau entre les deux, là, elle n'existe pas. Toi, tu apparais au bout du tuyau, un peu comme dans Mario Bros, et là, tu sors en France. C'est ça. Et là, pour le site web français, tu as une adresse française et donc tu as totalement accès au catalogue de Netflix France et autres services qui sont géolocalisés. Il y a beaucoup d'émissions parfois. AMC aux États-Unis qui diffusait l'émission qui a été très, très populaire, là, qui est Walking Dead, Oh, oui. était généralement géolocalisée. Donc, il était impossible de l'avoir au Canada avant que HBO et autres achètent les droits. Donc, ça, c'était une façon de passer, d'utiliser les VPN. Puis, il y en a tout plein d'autres utilisations. On va faire le tour tantôt. Dans l'utilisation des VPN, Patrice, il y a plusieurs, disons, protocoles ou encryption. Mon image ne change pas. Est-ce que j'ai perdu la connexion? Ah, elle Elle est change. là, oui, là, oui. Alors, voilà. Alors, on a le premier type de VPN qui existait, qui était le Point-to-Point Tunneling Protocol. Ensuite, on a eu le... hey, mon Dieu, j'ai perdu L2TP. l'acronyme. L2TP, mais c'était C'est Lower Layer to, 2. C'est Layer 2. Layer 2 Tunneling Protocol, Ouais. Single Socket Tunneling Protocol, euh, je me rappelle plus de celle-là, et OpenVPN. Ce sont, disons, les protocoles en évolution. Généralement, il y en a d'autres entre chaque, puis il y en a qui sont plus, je te dirais, Patrice, commerciales ou entreprises, là, qu'on ne verra pas dans ceux-là. Et chacun ont leurs avantages ou inconvénients. On voit que le PPTP existe encore. C'est le plus polyvalent parce qu'à peu près toutes les plateformes de la planète peuvent communiquer en PPTP. C'est un protocole qui permet aussi d'être utilisé via un navigateur, donc c'est un web-base. Il faut savoir, chers amis, que les protocoles de VPN peuvent être utilisés à différents niveaux de la couche OSI qu'on a parlé. Donc, on Oh, oui. pourrait avoir un VPN directement dans votre navigateur, mais on pourrait avoir un client, donc une application installée dans votre ordinateur qui prend le contenu de votre ordinateur, de votre navigateur, de tous vos équipements qui vont sur Internet et le rediffuse via le VPN. Puis on peut aller plus loin, Patrice, tu en parlais tantôt. On peut installer le VPN directement à la base de notre routeur. Donc, chacun des endroits où on va le mettre va avoir un avantage qui va permettre un meilleur contrôle ou des fois, parfois, plus d'options. Juste dire un merci à Euh, Bobby Fish QC qui suit la chaîne maintenant. Merci, Merci. Bobby. Merci, Bobby Fish. Maintenant, WireGuard et Zero Tier commencent à prendre de la popularité versus ceux nommés qui sont pas mal les plus populaires. Oui, on entend beaucoup de plus en plus parler, tu as raison, VR2, WireGuard. J'ai hésité à le mettre dans ma description parce que c'est encore très, très nouveau. Un peu aussi toutes les solutions euh, de gestion de firewall, de DNS over HTTPS,
il y a plusieurs solutions qui sont en train d'émerger, puis WireGuard est en train de prendre le devant du pavé. Ça pourrait peut-être être une autre émission. Alors, je disais donc le PTP, un de ses inconvénients, Patrice, c'est qu'il y a une encryption très, très de base qui est outdated. Merci, Bobby Fischer. Encryption de base, alors, s'il vous plaît, n'utilisez pas PPTP. Non, c'est ça. C'est C'est trop vraiment. vieux, c'est C'est outdated. un strict minimum, mais bon. Exact. Utilisez pas ça. Ça fonctionne sur le port 1723. C'est facile à bloquer, donc ça peut être un avantage dans le sens que on peut le contrôler d'une certaine façon, mais c'est très, 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 très vieux. Deuxième protocole qui est un peu plus couramment utilisé, il y a encore beaucoup de solutions VPN qui utilisent cette méthodologie-là actuellement encore, le L2TP, qui a une meilleure encryption, qui utilise l'encryption IPsec, qui est une encryption de 256K, donc qui est un peu plus solide. On communique en port UDP, Patrice, Oui. sur le port 500. Le gros avantage, c'est qu'on va avoir une meilleure réactivité, c'est-à-dire que comme pour ceux qui ne sont pas familiers, un port UDP, c'est un protocole de communication dans lequel je pitch de l'information et le réceptionniste à l'autre bout en a rien à foutre de valider dans quel ordre arrivent les paquets, s'il en manque ou pas. Il va tenter de reconstruire ce qu'il peut, puis s'il manque des bouts, ben tant pis, ça ne marche pas. Okay? Donc, c'est un protocole qui est plus solide pour maintenir une connexion de communication, de transmettre des paquets, des vidéos, ces choses-là, pour les joueurs. Ça peut être super pratique. C'est un port qui est facile, comme les torrents, exact, Bobby. Oui. C'est facile à bloquer comme port, donc on peut facilement contrôler un appareil qu'on ne voudrait pas ou ces choses-là. Et c'est meilleur que le PPTP. Moi, toutes mes implantations, c'est du L2TP que je fais depuis 10 ans. Là, donc, Ouais, c'est très normalement, solide. c'est C'est excessivement solide. C'est pas good compliqué old d'avoir un client L2TP. Tu Mhm. as un share key, tu as ta clé, tu as ton username, password, Ouais. puis c'est super facile. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de routeurs qui le supportent, sauf que ces routeurs-là, souvent, nécessitent une certaine licence. Ce n'est pas typique d'un routeur normal. Là. Donc, normalement, il fallait aller vers des routeurs un petit peu plus chers qui ont ce genre de protocole-là d'intégrer. Ou un routeur qui nous permet d'installer une ROM dessus, donc Oui, c'est ça. modifier le logiciel propriétaire pour en installer un autre. Oui. Ça existe. Il y en a plusieurs milliers de logiciels propriétaires, puis il y a des méthodologies pour s'y prendre. Si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, vous pouvez me contacter en privé, je peux vous diriger vers les bonnes ressources. Avec IPsec en surplus pour l'encryption, oui, tout à fait. IPsec, Oui. super solide comme encryption, disponible sur la majorité des plateformes. Maintenant, le Single Socket Tunneling Protocol, qui est un protocole propriétaire, oui, des DRT et On va en compagnie. reparler Exactement. tantôt. Je vais On parler de va en parler Tomato. tantôt. Puis, ouais. SSTP, c'est un protocole propriétaire exclusif à Windows, à Microsoft. C'est super bien encrypté. SSL 3.0, c'est encore supérieur à l'IPsec. C'est très, très difficile à bloquer, donc ça peut être un avantage au contraire de la facilité que je parlais tantôt, dans le sens que si on veut contrôler l'entièreté d'un réseau, qu'on veut vraiment s'assurer de ne pas échapper des paquets ou ces choses-là, ben, la majorité du contenu va passer par le port 443. Donc, ce qui veut dire, vous savez, tout ce qui est SSL dans votre navigateur, tout ce qui est un cadenas passe par ce port-là. Ouais, c'est ça. Donc, si vous bloquez le port 443, vous avez, pour ainsi dire, plus d'Internet. Alors, c'est super fonctionnel. Ça marche très bien, mais ça a un gros défaut, c'est Windows. C'est ça, c'est limité à leur plateforme. Ouais. De IKEV version 2, qui est peut-être un peu plus utilisé dans le domaine des tweakers, des gens qui aiment manipuler leurs algorithmes, de jouer avec les patentes, ces choses-là. Ouais. C'est un protocole qui est hyper sécuritaire, IPsec, encryption. La côté blocage firewall, on n'en parle pas du tout. Puis c'est quelque chose qui se connecte de manière automatiquement au VPN. Beaucoup de solutions VPN actuelles offrent du IKEV version 2. C'est excellent comme choix. Ça fonctionne très bien. Mais comme disait Patrice, si on a quelque chose qui va marcher à tout coup, tout le temps, dans toutes les situations, le L2TP est une solution qui est beau, bon, Passe pas cher partout, et c'est ça. fonctionne très Ouais. bien. Oui, exact. Et la dernière, qui n'est pas vraiment qui est un protocole, mais qui est un peu plus large que juste un protocole, ben, c'est OpenVPN.
qui fonctionne aussi sur la plupart des plateformes, donc Windows, Raspberry Pi, télé intelligente, Fire Stick, name it, OpenVPN fonctionne. Et OpenVPN, Patrice va en parler tantôt, c'est une solution qui peut aussi être installée dans le cadre de certains routeurs, donc qui peut être mis à la couche la plus près possible de communication. J'ai quelqu'un, un de nos abonnés, qui me demandait tantôt euh, est-ce que c'est efficace d'utiliser un Raspberry Pi comme VPN pour contrôler tout le trafic entrant-sortant parce qu'il va prêter, je sais pas moi, sa connexion Internet à ses voisins, ces choses-là. Ma question ou ma réponse, ça va dépendre du trafic. C'est David Alish Bérubé qui posait la question. Ça va dépendre du trafic parce qu'il faut savoir qu'un Raspberry Pi ou un Pi-hole ou peu importe la solution que vous allez prendre, si vous mettez ça dans un Raspberry Pi, c'est limité en termes de capacité. Donc, on a des processeurs qui sont quand même très forts, là, on s'entend, mais qui n'ont pas un système de refroidissement très développé, ces choses-là, ce qui fait que si vous managez ou beaucoup de connexions, je vous donne un exemple, chez moi, on est 12 adultes à peu près, 12 adultes enfants, on est deux familles à vivre dans une maison intergénérationnelle. J'ai autour de 120 équipements, là. On parle de tablettes, consoles de jeux, lumière, Oh, ouais. peut-être 140. Il y a 5 ados de l'autre côté. Nous, on utilise à côté Netflix, streaming, tout ça. Un Pi, un Raspberry Pi pourrait être un peu limite dans son contrôle, dans sa gestion des connexions. Donc, si jamais c'est pour toi, ta conjointe, un voisin, que tu y prêtes ton Internet, que vous avez une consommation normale, qu'il n'y a pas trop d'équipement cette année, Raspberry Pi va faire très, très bien la job. Sinon, il existe des solutions un peu plus chères, Patrice va en parler, mais ce n'est pas énormément plus cher, mais qui vont faire saprement mieux la job qu'un Raspberry Pi. C'est pas c'est hyper tweakable, mais c'est pas la panacée. Non, non, non. Prochaine image, Patrice, quelle est l'utilité? Quel en sera votre usage? Attends, on a VR2. Passe les voisins sur le paille et jamais eu de problème de bande passante. Non, ben c'est ça. VR2, ça dépend. Ça dépend beaucoup de ce que tes voisins font et de combien d'équipements, parce que je peux te Oh, ouais. garantir, VR2, imagine que ton voisin a 4 ordinateurs dans lesquels il installe BitTorrent sur chacun de ses ordinateurs et qu'au lieu d'avoir 50 trackers, il décide d'ouvrir la valve à 50 trackers sur chacun des BitTorrents. Tu vas avoir 800 connexions en provenance de ces 4 machines-là. Je peux te garantir que ton Raspberry Pi il va pas fondre, là, mais il va avoir de la misère. Il va commencer à OK? ressembler à une tartelette aux framboises, là. Ouais, ça se peut. Fait que votre usage de VPN, quels sont les usages, Patrice? On l'a dit tantôt, tout ce qui est géolocalisation. Donc, vous voulez apparaître dans un autre pays. VR2, il va pas saturer. Ouais. Non, tu as raison, tu ne satures pas. Donc, si vous voulez accéder dans d'autres pays, apparaître, un VPN est une excellente solution. Puis je vais vous faire une Certaines petite personnes vont démo le... tantôt. Je vais vous faire une petite démo Oui, avec il un va nous exemple. montrer Ouais. ça. David qui nous répond, je peux pas commenter. Ben, c'est pas abonné, David. C'est pour ça que tu peux pas commenter. Explique, merci pour la réponse. Il m'a contacté par Facebook. Mais ce que je m'en ai dit, c'est ça. Géolocalisation, il y en a d'autres qui Ouais, vont c'est se pas servir des abonné, VPN, il faut qu'ils suivent la chaîne. Puis il y a suivre peut-être la un chaîne. petit, il y a peut-être un petit délai là, au Ouais, moment 10 où minutes, tu. je pense. Ouais, c'est ça. Il y a ceux qui se servent des VPN pour anonymiser leur navigation. Oui, oui, oui. Ils ne veulent pas que leur fournisseur Internet ou peu importe sache où ils vont, qu'est-ce qu'ils font. Puis des fois, c'est pas parce qu'ils veulent consommer de la porno ou ces choses-là. Des Non, fois, non, c'est non, juste non, par non, non. principe. Il y a les gens qui veulent avoir un VPN parce qu'ils veulent avoir une sécurité, une espèce d'assurance que ce qu'ils font ne vient pas d'une adresse IP précise. Donc, ils peuvent changer d'adresse IP à volonté, Oui, au oui. moment où ils veulent, quand ils veulent. Il y en a d'autres qui vont utiliser des VPN dans l'objectif du travail. Comme moi, je travaille de la maison. Mais oui. Alors moi, j'ai accès à un VPN d'entreprise pour me connecter à mon entrepreneur.
dans lequel, après ça, j'accède à un intranet, ces choses-là. Donc, les utilisations de VPN sont multiples. Puis, avant de magasiner un VPN, c'est important de définir ce que vous voulez en faire. Parce qu'un VPN pour être anonyme, puis un VPN pour faire de la navigation, du gaming, de l'échange de fichiers, on ne parle pas du même produit. Non, non, non. Même si c'est du VPN au bout de la ligne. Là. Exact, parce qu'ils n'ont pas tous les mêmes particularités. Puis là, je vais aller plus loin. Si tu veux utiliser un VPN dans l'objectif de contrôler ton goulot de sortie, comme un peu un firewall, puis que tu veux contrôler les publicités, des bloqueurs de pub, ces choses-là, tu veux avoir une solution de contrôle parental, ces choses-là, encore là, le type de produit que tu vas choisir va être différent. Donc, avant de choisir le coût, l'abonnement, ces choses-là, commencez par définir vos besoins d'abord, combien vous avez d'équipements, combien vous allez avoir d'appareils connectés. Est-ce que c'est plus facile d'avoir un VPN configuré sur un équipement, comme exemple, Patrice va nous parler tantôt, ou d'avoir des applications sur différents appareils, ou en avoir mon navigateur que j'active à la volée quand j'en ai besoin, parce qu'en ce moment, pour une raison XYZ, j'ai juste besoin d'anonymiser ce que je m'en vais faire ou d'apparaître à l'autre bout de la planète pour une raison XYZ. Ben, chacune de ces solutions-là va présenter un coût différent puis une mise en place qui est différente. Oui, oui, oui. Je vais revenir sur un exemple avec mes Vas-y. clients. On avait une solution client-serveur et une des façons d'accéder le serveur avec notre client, c'était à distance. Les clients ouvraient des ports puis laissaient, laissaient le trafic passer sur les ports que l'application avait besoin. Sauf que l'enjeu de sécurité qu'on avait à ce moment-là, puis que j'expliquais aux clients, c'est que si moi je sais que tu as ce logiciel-là, je sais par défaut. Je vais aller écouter cette part-là. Non, pire que ça. Je sais que le master user, il y a un nom, OK? Parce que vous avez tous Ouais, le ouais, même exact. nom. Alors, j'ai juste à me loguer avec ce nom-là, à faire resetter le password N fois, puis à bloquer votre application. Et même le fabricant n'est pas capable d'aller voir ce qu'il y a dans la base de données. Donc, je suis capable carrément de geler votre Prendre le système. contrôle. C'est ça. Fait que je leur disais, regardez, vous devez mettre un VPN en place. Le risque est trop élevé. Il est capable de vivre avec un système qui ne fonctionne plus, qu'il faut que tu repartes à zéro. Si c'est non, ben investis dans un petit routeur qui va te permettre de faire du VPN. Pour les fois que tu en as besoin, ta connexion va être sécurisée. Puis comme ça, ben, c'est pas n'importe qui va sur ton réseau. Là. Mhm. Fait que, Puis l'autre chose aussi que je veux parler dans votre choix de VPN aussi, c'est qu'il faut comprendre, que la notion d'utilité du VPN va aussi dépendre, parce que quand tu rajoutes une couche entre toi et l'Internet, là, je ne veux pas vous péter votre bretelle, mais si vous avez un 1000 mégabits seconde chez vous, puis vous mettez de quoi entre les deux, ça sortira pas à 1000 à l'autre bout, non. C'est impossible, là, vous comprenez? Il y a de quoi entre les deux qui travaillent. Donc, ça aussi, il faut y penser dans votre tête. c'est Est-ce quoi que le pour vous, débit? Ouais. ouais, c'est quoi votre débit qui est correct? Je sais que pour une navigation correcte, pour écouter des vidéos 4K, pour jouer à la majorité des jeux, chaque équipement qui a un 20 à 40 mégabits seconde est bien heureux dans la vie. Ouais, ouais. OK? Mais si pour toi, c'est important de télécharger un jeu sur le serveur Xbox à 344 mégabits seconde, ben, il faut comprendre qu'il y a certains VPN qui ne te donneront pas ça. Donc, il faut y penser aussi dans l'achat et dans ce que vous cherchez. Donc, allez lire des reviews sur chacun des VPN, poussez votre recherche en profondeur, magasinez, allez regarder YouTube en disant, OK, telle marque, modèle de VPN, qu'est-ce que les pour et les contre, les vitesses, ces choses-là, avant de faire votre choix. Parce que des fois, vous vous abonnez pour 1 an, 2 ans, ben là, tu es pris 2 ans avec ta solution de VPN qui ne fait pas exactement ce que tu voulais. Là. C'est ça. Oh, ouais. Et, Patrice, il existe un autre genre de VPN. Tu as les VPN des geeks. Ça, je n'entrerai pas dans les détails, mais tu as des gens qui vont s'ouvrir un ordinateur dans le cloud sur Amazon. Ils vont Ouais, ouais. s'ouvrir un compte Amazon Cloud. Ils vont s'installer une machine virtuelle avec tant de gigabits,
tant de CPU, tant de mémoire, tant de ci, tant de ça. Ils vont s'installer un serveur là-dessus, ils vont s'installer un système de VPN, OpenVPN, whatever, et ils vont faire transiger le trafic entre leur connexion domiciliaire et leur VPN qu'ils ont eux-mêmes construit sur un Amazon, ces choses-là. C'est excessivement fonctionnel, c'est hyper paramétrable, c'est ça coûte un peu d'argent. Ouais. C'est pas simple à déployer, donc vous devez avoir des connaissances informatiques. Écrivez-moi pas pour me demander comment faire, parce que même moi, je saigne un peu des oreilles. Ouais. OK? Je suis capable de suivre un how-to, là, d'aller sur Amazon. J'ai déjà ouvert un serveur PBX sur Amazon, puis installé Ubuntu, puis toutes sortes de. Tu sais, je suis capable en général de suivre, mais je ne suis pas la bolle que sont dans mon entourage qui, eux, manient le Amazon Cloud du bout des doigts. Ils sont capables de se créer n'importe quoi, mais il existe d'autres solutions que des VPN, comme on va parler dans quelques secondes. Ça me rappelle une autre anecdote. J'avais un client qui, au lieu d'avoir un routeur VPN, parce qu'il y avait des enjeux de sécurité sur les ports, lui, son consultant, il avait installé sur un Mac une application de VPN et c'est le Mac qui faisait finalement l'accès VPN pour son réseau. Sauf que Oui, il y a beaucoup qui font ça. quand il y avait plusieurs personnes qui essayaient d'y accéder, là, il me disait on a des problèmes de performance. Mais oui, mais c'est sûr, là, tout ton trafic passe Tu es par en cet train de jouer avec ordinateur-là. pendant qu'il. Ouais. Ouais, c'est ça. Puis là, pire que ça, pour m'apercevoir que l'ordinateur n'était pas dédié, c'était l'ordinateur de la personne qui était en charge de faire les rapports. Ouais. Puis Elle fait que gère là, c'est son comme. propre trafic plus le trafic de tout le monde. Ouais, C'est ouais, sûr, c'est ça va ça. pas Fait que aller. c'est sûr que. Puis là, il y avait des mises à jour, ça brisait, là, il m'appelait. Ben oui, mais regarde, on va se mettre un vrai routeur, là, on va arrêter ça. Là. Ça fonctionne pas. Là. Vous devez Ou on opérer. va Là. te mettre une machine dédiée dans laquelle tu vas Oh, décider ouais. quand est-ce qu'elle redémarre, que tu vas la configurer pour pas qu'elle se Ouais, brise quand ouais, elle c'est ça. redémarre. Tu comprends? Ouais, mais ça, mais rendu là, regarde, on va se mettre un routeur, puis c'est fini, là, au prix que Ouais, ça va rendu coûter. là, Là. C'est exact. ça. C'est ça. Ouais, l'idée de se mettre une machine que tu contrôles toi-même, c'est winner pour quelqu'un qui est geek et qui a la connaissance et Puis qui qu'il y a aime un se mettre les plaisir mains à le dans le faire. cambouis. Ouais. Puis il y a un plaisir à le Ouais, qui a un faire, puis c'est plaisir ça. à le faire. Exact. Donc, partez pas dans l'idée de faire ça vous-même. Je vous dis pas que c'est pas une bonne idée, mais tu sais, des fois, la solution toute faite est peut-être un peu moins le fun. Oh, oui. Alors, je vais faire un tour des VPN qui sont les plus courants, monsieur, madame, tout le monde. Évidemment, le classement, c'est un classement de CNET qui fait des classements dans toutes sortes de domaines. C'est pas nécessairement le meilleur des classements. C'est le classement 2023, donc c'est assez récent. Évidemment, arrive en première place, monsieur, madame, tout le monde, NordVPN, donc qui est connu, qui est excessivement présent via à peu près toutes les applications, les télé intelligentes, les Fire Stick, les name it, mobile, cellulaire, Internet, Raspberry, whatever, NordVPN est présent. Donc, c'est un bon 5 étoiles. Par contre, un de ces petits moins, c'est qu'il ne supporte que 6 connexions simultanées. OK. Donc, c'est une grosse famille, beaucoup d'équipements. Ouais. NordVPN a ses limites. Donc, ça peut être quelque chose à penser. Parce que là, si vous avez 3 tablettes, 2 cellulaires, une TV intelligente, vous dépassez 6, ça ne marche plus. Donc là, tu as un problème. Côté log des données, c'est assez bien anonymisé. Donc, NordVPN n'enregistre pas les trafics qui se produisent sur son réseau. Par contre, ils vont quand même enregistrer votre NIP à vous. Ben, pas votre NIP, mais votre IP à vous. Là. Vous avez un nom, vous avez un compte. Si la police se présente chez NordVPN avec un mandat international parce que vous êtes soupçonné d'avoir fait un attentat à Paris, NordVPN va ouvrir ses coffres et va dire c'est quoi votre IP. Donc, Ouais. oubliez l'idée que les VPN, c'est 100% et anonyme puis qu'on ne peut pas vous retrouver, c'est pas vrai. Ça, c'est vrai. On va juste aller un petit peu plus loin. Là. C'est vrai Ouais. aussi pour la confidentialité des données. J'avais des clients qui me disaient ouais, mais là, si on va dans le cloud, les données, regarde là. Il existe un tribunal secret au Canada et aux États-Unis. Puis si ces tribunaux-là décident d'aller chercher des informations, ils ont le droit d'aller les chercher, peu importe où ils sont. Fait qu'arrêtons de dire Mhm. que c'est plus sécuritaire à gauche ou à droite. C'est la même chose partout. Là.
Exact. Un des plus, c'est que les vitesses de NordVPN sont très fiables. Donc, vous allez avoir une vitesse qui est constante, qui est toujours disponible, qui est toujours efficace. Et on a d'autres outils aussi, des serveurs de 10 grammes qui permettent d'avoir de la mise en cache, ces choses-là, d'autres fonctionnalités. Les moins, la carte visuelle du serveur, donc ce qui permet de choisir à quel endroit on veut se connecter. Oui. C'est un peu de base, là. Fait que c'est pas super. Des gros avantages, c'est qu'on a plusieurs milliers de serveurs à travers le monde. Donc, on peut apparaître à, je vous donne un exemple, à 22 endroits en Espagne, à 80 endroits en Ouais, ouais, France, ouais. ainsi de suite. Donc, ça aussi, c'est à ne pas négliger quand vous choisissez un VPN. À quel point, pour vous, l'idée de la géolocalité est importante, point 1. Et point 2, à quel point votre géolocalisation est importante et à quel point vous voulez changer d'adresse IP de manière fréquente. Je vous donne un exemple. Vous vous connectez à Netflix, vous êtes en France, et là, le méchant Netflix s'aperçoit que vous utilisez une adresse IP d'un VPN. Il vous dit, sorry, votre connexion ne peut pas fonctionner, tu n'es pas au Canada, blablabla. Ben, si ton fournisseur de VPN, il n'y a qu'une seule adresse IP en France, ton chien est mort. Donc, c'est quelque chose qu'il Ouais, faut ouais. penser. VA2, une question. Vas-y, Patrice. Ah, il dit même si des réseaux comme Tor ou IP2, I2P ne sont pas anonymes, s'ils ne sont pas utilisés adéquatement, il n'y a pas que le service dans l'équation de la sécurité et de l'anonymat. Bon point VA2. Il y a des gens qui ont échangé de la crypto-monnaie qui ont été retracés, différentes techniques. Donc, il faut savoir que même quelque chose qui est 100% anonyme va laisser des traces. Parfois, ça peut être un lieu de sortie, parfois, ça peut être un âge géographique, un comportement, un site web qui visitait, ces choses-là. Donc, peu importe que vous êtes anonyme entre 2 points, vous rentrez, vous sortez quelque part, là. Puis il y a un comportement à l'entrée, puis un comportement à la sortie. Ouais, c'est ça. Non, Danny nous Bitcoin dit n'est pas que anonyme, non, Danny. non. Puis même que j'entendais un enquêteur expliquer un peu la technique qu'il avait utilisée dans un cas de Bitcoin, là, du gars à Gatineau là, qui faisait du piratage de serveurs puis qui récupérait des Bitcoins, mais il s'est fait pogner, puis ils ont trouvé une façon de le retracer avec les Bitcoins, là. Ouais, exact. Le deuxième VPN qui est dans je vous dirais, les plus populaires, c'est on entend de plus en plus parler. Oui. Moi, je l'entendais un peu moins, mais là, juste tantôt, quand j'ai parlé de VPN, il y a plein de gens qui m'ont écrit Hey, CyberGhost, CyberGhost. Fait que oui, fonctionne Windows, Mac, Android, iOS, Android TV, Fire Stick, Amazon, tout ça. Donc, un wide range d'applications. Dispose d'extensions Chrome Firefox. Peut avoir 7 connexions simultanées, donc c'est pas beaucoup plus que NordVPN. Nombreux pays, 90 pays, 7000 serveurs, donc on fait un bon range d'adresses IP. La juridiction, c'est la même chose, donc il n'y a pas d'enregistrement de ce que vous faites. Et le pays d'où appartient ce serveur-là, c'est la Roumanie. Donc évidemment, tous les lois internationales vont se gérer via la Roumanie. Danny, Avez-vous parlé? ouais, on va en parler Vas-y. tantôt. Je vais même vous montrer un exemple de pourquoi avoir un VPN, puis je vais faire la démonstration. Ouais. Ouais, ben j'en ai parlé brièvement, Dani, là, pour ce qui est de tout ça, mais Patrice va en parler plus. Euh, les plus, serveurs dédiés au streaming et P2P, bon débit, 90 pays, l'interface est très claire, nombreux paramètres. Donc, si pour vous, vous faites du streaming, vous échangez des fichiers, vous faites du torrent, ces choses-là, probablement que CyberGhost va être une solution qui est un peu plus avantageuse pour vous versus peut-être NordVPN qui est un peu plus polyvalent, ces choses-là. Donc, c'est à prendre en considération. Il n'y a pas de notification. Les notifications ne sont pas super. Il n'y a pas d'audit indépendant depuis 2012. Donc, il n'y a pas de société qui valide la sécurité à l'interne. Donc, ça peut être problématique. Ça ne veut pas dire que faut s'inquiéter, mais ça veut dire qu'il n'y en a pas. Et partage de données anonyme par défaut. Donc, c'est par défaut. Tu partages tes données de manière anonymisée. Ce qui veut dire que on ne sait pas que tu es toi, tu es le client 03827456 et on sait que tu es allé sur XY site, whatever, et ces données-là sont vendues à un broker de data pour dire ben, j'ai 800 clients qui visitent tel site et j'en ai 2000 qui visitent tel autre site. Bon, on peut être pour, on peut être contre. Est-ce que c'est
totalement anonymisé. Ça, je ne sais pas. Il y a des entreprises qui disaient avoir anonymisé des données et que par recoupage de métadata, par la suite, on réussit à retracer les gens en fonction du lieu, de l'appartenance, ces choses-là. Donc, c'est pas toujours aussi anonyme qu'on le voudrait. La troisième solution, qui est Spark, qui est très, très populaire. On en entend beaucoup parler. Encore là, disponible à peu près sur tout. Chrome, Firefox. Ça, c'est le gros, immense, terrible avantage. Surfshark offre des connexions simultanées illimitées. Oh! Donc, c'est un peu plus cher, pas énormément, une petite affaire de plus. Donc ça peut être un gros avantage pour notre famille. Sans payer 3200 serveurs, c'est quand même correct. Donc, c'est génial. Pour ce qui est de la juridiction, ils ne loguent pas leurs choses et c'est géré par les îles Vierges britanniques. Donc, selon la législation à cet endroit-là. Et il y a des tarifs intéressants pour si tu veux faire des multi-hop. Un multi-hop, c'est si tu veux sortir d'une adresse IP, entrer dans une autre, ressortir dans un autre endroit. Donc, perdre ton trafic à partir de différents points, un peu comme Tor fait, mais de manière automatisée. Changer d'adresse IP de manière fréquente. Donc, ça peut être hyper intéressant pour quelqu'un qui va avoir quelque chose d'un peu plus sécurisé. Puis, il n'y a pas de limite de nombre d'appareils, puis il y a des fonctionnalités supplémentaires. C'est merveilleux. Par contre, pour monsieur, madame, tout le monde, grand-maman, grand-papa, mon oncle, il n'y a pas de carte interactive et le nombre de pays est un peu plus limité. Donc, quand tu viens pour choisir une connexion, peut-être pas aussi simple. Donc, peut-être plus un univers de gamer. Ouais, ouais. Ou quelqu'un qui a une grosse famille. Le quatrième, ExpressVPN, qui est aussi très, très connu. Donc, fonctionne sur la majorité des appareils, Mac, Linux, Windows, BlackBerry, Kindle Fire, Chrome, Firefox. Connexion simultanée à peu près comme les autres, autour de 5. Nombre de pays, pas beaucoup. Puis le nombre de serveurs, on ne le sait pas. Juridiction, ben, on ne fait pas de log de vos connexions. Et c'est par les îles Vierges britanniques aussi. VPN sur liseuse, ben oui, paraît-il, Patrice Dany, je ne comprendrais pas pourquoi on mettrait ça sur une Kindle Fire, honnêtement. Mais tu peux naviguer sur une Kindle Fire, je viens de penser. Tu as un navigateur intégré, mais il faut vraiment, faut se lever de bonne heure, là. C'est en e-ink, là, puis quand tu cliques sur l'icône, Ouais. aller sur Google, là, c'est... Fait que, ouais, mettons quelqu'un qui... Non, mais oui. Les plus, des vitesses stables, une suite de sécurité solide qui vient avec ExpressVPN pour tous les appareils, interface agréable, simple, l'entreprise est basée sur une juridiction qui est respectueuse de la vie privée. Donc, pour vous, c'est important d'avoir une espèce de semi-certitude de l'idée ou les valeurs derrière. C'est une bonne entreprise. Les moins, c'est un peu plus cher que la moyenne, un nombre limité de connexions, puis il n'y a pas d'extension ExpressVPN sur Safari, donc c'est poche pour la sécurité WebRT. VA2. Sur à peu près tout ce qui est équipé d'une connectivité réseau, c'est souvent pas quelque chose de connu, mais disponible en grattant un peu, ouais. Mais comme Danny disait, VA2, je suis sûr que l'intérêt d'aller sacrer un VPN sur une tablette Kindle qui est déjà assez lourd de navigation quand tu essaies d'afficher quelque chose, là, puis d'aller rajouter un VPN là-dedans, ça doit être juste le configurer, tu sais. Tu pèses en barre en haut, Ah ouais. paramètres, là, tu déroules, là, tu es rentré dans le mauvais menu. Ah, Oh, Colin, fuck. recule. Gars, vous voulez pas aller là. C'est bon? Mettez pas ça sur votre Kindle. Utilisez pas votre Kindle. Pas pour ça. Le dernier, ExpressVPN. Ah non, pas Pure Pure VPN. VPN, ouais. La Pure VPN qui est aussi connue. Mac, Linux, OS, Fire Stick, Android, whatever. Donc, fonctionne Chrome, Firefox, pas Safari. C'est triste. Ben oui. Connexion simultanée 10. Donc, une famille de 5-6 personnes, ça pourrait être valable. Un entre-deux. Nombre de pays limité, par contre, 71. Il y a beaucoup de serveurs, c'est bien. Juridiction, pas de log. Et c'est basé à Hong Kong. C'est proche des Chinois. Mais bon, je ne fais pas de jugement. Non, Mais non, non.
mais évidemment. Et le nombre de pays couverts, c'est quand même bien. Un prix attractif. Il y a des audits externes indépendants. Ils ne conservent pas les données. L'interface est en français, mais il y a un mais. Un mais, donc c'est probablement pas super bien traduit. Et ben, c'est ce que ça dit dans les moins. Pas super bien traduite. Débit plus bas que les concurrents. Danny, Multivad, ce qui est intéressant, c'est que tu peux payer avec de l'argent cash envoyé par la poste. Aide à rester un peu plus anonyme. Je ne connaissais pas Multivad, Danny. C'est intéressant. Allez lire là-dessus. Danny nous Ouais, propose ouais. Multivad. Pas Tapez ça Multivad, dans c'est Google. Molvad. Moulvad. Pardon, moi j'ai mal lu. Oh, oui. Donc, c'était un peu mon portrait, Patrice, des VPN, de leur utilisation, de comment ça fonctionne, ces choses-là. Donc, pour moi, c'est terminé, Patrice. On va passer à ma section où là, on va parler plus en détail de certains VPN, certaines configurations et une démonstration d'un exemple, comment ça peut s'appliquer avec la 6e solution qui n'apparaît pas sur la liste. Donc, pour démarrer, moi, dans mon cas, j'ai l'avantage d'avoir des routeurs Meraki. Donc, je peux configurer facilement un accès VPN à mon réseau. Dans ma configuration, bon, c'est du L2TP via IPsec, là, donc un de ceux que Patricia vous parlait tantôt. Et le gros avantage, dans mon cas, de la configuration qui est possible sur le routeur, c'est que je n'ai pas besoin d'avoir une adresse IP statique. Le routeur, lui, génère une adresse, un URL ou un nom de domaine statique et s'assure de mettre à jour l'adresse du modem en temps réel. Ce qui fait que je suis capable de fonctionner sans IP statique, sans le fameux DIN DNS. Je ne sais pas si tu avais déjà connu ça, là, le DIN DNS. Tu Oui. pouvais le configurer dans des routeurs pour avoir un nom de domaine physique fixe qui pointait sur la bonne IP, même si elle changeait. Le routeur, lui, s'assurait de faire la mise à jour avec le service de DIN DNS. Donc, je travaille, on travaille. Je veux juste faire un petit Ouais. point parce que tu as parlé d'adresse IP statique. Pour monsieur, madame, tout le monde, vous ne savez pas, mais la plupart des fournisseurs vont vous dire que vous avez une adresse IP dynamique, donc elle va changer. Mais sachez que la réalité est un peu différente dans le sens que votre fournisseur va vous fournir une adresse IP dans un pool. Donc, si, je ne sais pas moi, dans votre secteur, vous êtes 400 abonnés et que vous avez un pool de 800 IP, ben, ça se peut que votre adresse IP, vous la gardiez pendant 8 mois, 1 an et plus. Parce que avant de renouveler l'adresse IP, il faut que vous puissiez la relâcher depuis un certain nombre d'heures, donc 24, 48 heures, ces choses-là, que vous ne l'utilisiez plus et que on ait épuisé le pool. Donc, que toutes les adresses IP ont été redistribuées, que votre adresse que vous aviez ne soit plus disponible parce qu'elle a été remise à quelqu'un d'autre. Et là, seulement, vous allez vous retrouver avec une adresse IP qui va changer. C'est important ce que je dis là parce que, Patrice, quand on configure un VPN, comme tu dis, les gens disent OK, mais mon adresse est dynamique, merde, je suis pris. Ouais, mais si ton adresse, ça change une fois aux 2 ans ou une fois aux 6 mois, c'est pas si pire. Pas si pire. Mais si ça change régulièrement, là, on a un problème. Donc, Oui, dans mon exact. cas, la beauté de la solution Meraki, c'est sûr qu'elle est plus chère, mais elle offre un nom de domaine très précis que je peux même changer. Bon, il y a des paramètres que je ne peux pas changer là, parce que c'est Meraki et Cisco qui gèrent le nom de domaine, mais l'extension au nom de domaine, le sous-domaine, je suis capable d'avoir le contrôle dessus. Donc, c'est vraiment bien fait et ça permet de le configurer assez facilement avec le fameux Share Secret. Donc, au-delà du mot de passe de l'utilisateur, quel est le mot de passe ou la phrase secrète pour accéder à mon VPN. Et assez facilement, on peut configurer un appareil, que ce soit Windows, iOS, Android, sur L2, TP, IPsec, et se connecter à distance. Donc, qu'est-ce que ça permettrait techniquement? Bien, moi, ça me permettrait d'avoir au chalet et à la maison un réseau intégré. Donc, je pourrais contrôler mes ordinateurs, je pourrais accéder à mes informations, peu importe où l'information est sur le réseau. Le réseau serait étendu et géré par les 2 routeurs avec un tunnel. Donc, c'est un peu comme si tu avais un grand LAN dans Oui, 2 domiciles. c'est ça.
ce que je pourrais faire aussi, c'est accéder à distance, donc juste à mon réseau ici à la maison ou au chalet. Donc, si j'ai besoin d'aller faire de l'entretien sur des ordinateurs ou avoir de l'accès à certaines informations particulières, je peux me loguer directement dessus sans avoir de tunnel entre les deux. Donc, ça permet aussi de faire ça. Dans le cas de mettre du point à point, bien, c'est ça. Là, on tombe dans de la technologie où on est capable de dire, bien, on va mettre, chacun des sites va avoir son routeur, va avoir sa connexion qui va s'établir et qui va permettre aux utilisateurs de pouvoir naviguer à l'intérieur d'un réseau plus étendu. Dans ce cas-ci, c'est du VPN site à site et l'utilisateur sur le réseau est capable de voir l'ensemble des ordinateurs selon les règles qui auront été configurées, bien évidemment. On est en Mhm. train de voir mon réseau en temps réel là, ici. Donc, si je regarde juste rapidement ici juste pour vous donner une idée comment ça se comporte, état de l'équipement. Vous allez voir vous allez voir, c'est ça. Ça, c'est le débit présentement, actuellement, sur le routeur, sur cette adresse-là très précise. Pour mes beaux-parents qui veulent un VPN en voyage pour les Wi-Fi des hôtels, j'ai un Raspberry Pi 3B+, avec WireGuard dessus, ça fonctionne super bien. 50 même. Oui, Oui, effectivement. oui, oui, Super belle effectivement. solution. Portatif, merci, bonsoir. Oui. Tu l'utilises comme point d'accès, connect, merci, bonsoir. C'est Winnet. J'adore. Maintenant, ce que permet de faire certaines technologies comme Tomato et DDWRT. DDWRT, qui sont des firmware que tu peux installer sur des routeurs et après ça, avoir un certain accès à la configuration en partie au niveau du VPN. Donc, Donc, ces donc, firmware-là, Patrice, c'est un peu comme ton histoire de Meraki. Meraki, c'est intégré. il est Puis là, intégré, tu payes pour. ce que tu me dis, tu pourrais avoir un routeur dans lequel c'est pas intégré, mais que tu peux installer Tomato ou DDWRT. C'est ce que tu m'expliques. Exactement. Donc, Tomato, je pense que ça date quand même de mémoire. Là, je pense au début des années 2010, je me souviens bien, là, c'était pas mal répandu. Avec les années, DDWRT a pris du galon. On va aller voir tantôt les avantages de DDWRT, mais pour ce qui est de Tomato, ben, ce que ça permet quand on flash notre routeur, donc on est capable d'installer ce firmware-là dessus, c'est d'avoir, bon, l'interface utilisateur est quand même très, très bien pour pouvoir le configurer. Et il y a une bonne gestion au niveau de la bande passante puis du réseau en termes de fonctionnalité. Et c'est compatible à OpenVPN. Fait qu'il ne faut pas se le cacher. Là. Ça devient intéressant pour ça si notre appareil est compatible parce que il y a moins de routeurs qui sont compatibles Tomato. Donc, DDR, j'ai de la misère avec le mot aujourd'hui. Dans le cas de DDWRT. DDWRT, la liste est très longue des routeurs qui sont supportés, donc ça lui confère un gros avantage en termes d'install base, là, donc d'unités disponibles que l'on peut configurer. Danny Et me dit, j'ai déjà installé DDWRT sur un routeur à 100$ et le VPN était lent. Effectivement, ma gang de vous autres, il faut oui, oui, savoir oui, que quand vous demandez à votre équipement de gérer vos connexions et votre routeur gère déjà votre connexion. Si vous y rajoutez une couche qu'il ne fait pas habituellement, donc c'est-à-dire gérer le trafic, rediriger tout ça de manière un peu plus complète avec un VPN, vous lui ajoutez une charge de travail. Donc, si votre routeur dans la vie de tous les jours est déjà limite en gestion de votre connexion, ben, ajoutez-y pas double aide là-dessus, vous allez avoir toutes les misères du monde. Donc, assurez-vous d'avoir une machine qui est solide en termes de CPU, de mémoire et en termes de nombre de connexions à la seconde qu'elle peut entretenir. J'en ai déjà parlé dans les routeurs, le nombre AC, là, quand vous regardez un routeur AC 6300 à AC 2900, plus le AC est supérieur, plus il peut gérer de connexions ou de vitesse en même temps. C'était mon c'est petit ça. point. C'est sûr que si c'est encrypté, comme dit VA2 XGM, Oui. ça prend plus de ressources versus non encrypté. Ben là, c'est clair, ça passe directement. Ah. Danny, jamais. On va le mettre pour ceux qui nous écoutent en rediffusion. Sur avant-couleur. Non.
Donc, vous voyez à l'écran présentement là, un exemple de l'écran de configuration de Tomato. Donc, ils ont une interface qui est quand même très bien montée et qui vous permet de vous amuser et d'essayer de le configurer à votre goût. Dans le cas de DDWRT, ben, il y a beaucoup, on va le voir tantôt, il y a beaucoup plus de routeurs qui sont compatibles. Many Network and Repeater Option. Donc, c'est ça. À cause qu'il y a beaucoup d'équipements qui sont compatibles, on peut avoir des repeaters, on peut étendre notre réseau puis d'être capable de l'optimiser en Mhm. fonction des lieux qu'on a à couvrir. Donc, ça peut être un gros avantage pour des endroits où c'est plus grand qu'un endroit prévu ou normal pour le routeur de base. Sauf que, bon, en termes d'interface utilisateur, c'est un petit peu moins bon et il n'y a pas vraiment tout le monitoring que Tomato permet de faire. Euh, oui, utiliser DDWRT sur un vieux routeur pour le mettre comme repeater. Ben, c'est exactement ça. Donc, ils sont Mhm. capables de s'intégrer dans une architecture. C'est vraiment cool comme approche. Donc, c'est ça. Donc, on peut voir l'interface est légèrement différente du côté des DWRT. Moi, je ne l'ai jamais installé. Je ne me suis jamais vraiment amusé avec ça. Assez rapidement, moi, j'ai commencé à travailler avec du SonicWall qui permettait des connexions L2TP IPsec pour mes clients. SonicWall n'était pas trop cher. La licence, on pouvait l'acheter, puis quand elle expirait, ben, le routeur continuait à fonctionner. Donc, c'était un bon investissement pour les clients. Puis, il y avait des petits routeurs pas trop chers qui faisaient la job. Puis moi, ça me permettait d'au moins de sécuriser les sites des clients sans avoir à investir une fortune. Éventuellement, ben, j'ai migré mes clients vers Meraki, Cisco Meraki, parce que, bon, même si c'est plus cher, on est dans une autre ligue. Le monitoring est bien meilleur. Les Mhm. firmwares sont poussés automatiquement parce que tu es obligé d'avoir une licence. Donc, oui, c'est plus cher, mais d'un autre côté, tu es sûr que tes firmwares sont tout le temps à jour. Tu es capable de gérer ces mises à jour-là. Donc, dans des déploiements, c'est beaucoup plus facile. Je tiens juste à faire un petit addendum. Oui, Si l'émission de ce soir vous a fait saigner les oreilles, prenez encore plus un peu votre temps pour installer des DWRT parce que c'est pas quelque chose qui est complexe à ce point-là, mais non, ça non. prend un minimum. Donc, allez pas jouer là-dedans parce que vous pouvez fucker, excusez-moi le terme, assez facilement votre Ouais. Internet. Fait que vous avez ici des exemples de routeurs. Là. Il y a sur le site du wiki de DDWRT l'ensemble des appareils qui sont listés par marque. Il y en a beaucoup. Et vous pouvez voir exactement quelle build, quelle version est compatible avec l'ensemble de ces routeurs-là. Donc, il y en a beaucoup. Là. Je suis dans Netgear présentement, là, mais si on continue, là, Nokia, OpenRB, OSBridge, au niveau des PC. Il y a du stock, là. Il y a beaucoup de stock qui est compatible, Mhm. donc ça peut être intéressant d'aller voir ça si jamais vous avez de l'équipement qui traîne puis vous voulez vous amuser ou vous voulez faire une acquisition d'équipement puis vous assurer qu'il est compatible, ben allez voir avant sur le site, sur le wiki, et ça va vous permettre de pouvoir probablement trouver l'équipement qui vous convient. Comme moi, j'ai fait pour mon scanner il y a quelques semaines, là, pour 10$, je me suis trouvé une imprimante qui scannait et ça fait la job, puis je suis super content. Donc, des fois, en recyclant la technologie comme ça, on peut s'amuser, puis répondre à des besoins que l'on a à la maison ou au bureau à la maison. Donc, c'était la partie de Tomato. Et je ne vais pas rentrer dans le détail parce que je ne les ai jamais installés, mais je me souviens dans une autre vie que Tomato était vraiment la solution à ce moment-là qui était intéressante. Danny nous dit une idée de sujet, je ne me souviens plus du nom, mais il y a une distro Linux qui s'installe sur un ordi qui la transforme en routeur. Oui, j'ai déjà entendu parler de ça. Euh, Ouais, t'as PFSense qui peut faire ça. PFSense qui est une solution qui est hyper, hyper, hyper puissante. PFSense peut s'installer à partir d'un PC, à partir d'une distro Linux, c'est ça. Et si vous voulez avoir plus d'infos, vous tapez Network Chuck, PF comme Papa Foxtrot Sense sur YouTube. Vous allez trouver Network Chuck qui est un sérieux body à suivre sur Internet, sur YouTube. Il va vous expliquer comment l'utiliser et c'est sérieusement sa coche. donc, pour poursuivre sur mon segment, je vous parlais tantôt de faire une démonstration, mais avant, je vais vous Hmm. expliquer un peu comment j'ai organisé ma démonstration. Euh,
j'utilise eCam comme logiciel pour faire la diffusion présentement. Et eCam intègre la technologie NDI, qui est une compagnie américaine qui développe cette technologie-là qui permet de faire de la diffusion sur des réseaux, soit audio, soit vidéo d'appareils. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai installé sur un vieux Mac Mini 2014 que j'ai installé NDI au niveau de la diffusion et automatiquement, mon logiciel de diffusion détecte l'écran comme étant une caméra. Donc, présentement, ce que vous voyez, c'est comme si je faisais un partage d'écran, mais sans faire un partage d'écran. C'est broadcasté directement sur mon réseau et je récupère le broadcast et je vous l'affiche. Donc, j'utilise dans le cadre de mes loisirs une application ou un service qui s'appelle Philo. Je suis un gros fan de Curse of Oak Island sur History Network aux États-Unis. Et malheureusement, au Canada, la diffusion de la série a lieu le dimanche suivant. Donc, normalement, la diffusion a lieu, je pense que c'est les mercredis, hein, c'est ça? Ou les mardis ou les mercredis. Et le dimanche, ça passe au Canada. Donc, on est tout le temps décalé. On reçoit les spoilers, la divulgation des nouvelles avant qu'on ait pu voir l'émission. Donc, c'est pas mal plate. Donc, pour ça, je me suis abonné à Philo aux États-Unis. Et Philo est un service de télévision plus spécialisé sur certains canaux qui sont plus spécialisés comme HGTV, AMC Network, je pense. Bon, et History Network. Donc, présentement, vous voyez, là, si je fais un refresh, vous allez voir que présentement, je n'ai pas accès à mon compte parce que je ne suis pas aux États-Unis. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai installé Proton VPN, qui est le 6e, qui n'était pas dans la liste. Et j'ai un abonnement gratuit avec eux. Donc, je ne paye pas vraiment parce que je n'ai pas un gros besoin, sauf pour pouvoir écouter cette émission-là une journée très précise. Donc, tout ce que j'ai à faire, c'est d'activer Proton VPN. Donc, je vais juste aller dans mon NDI. Je vais juste vous montrer 2 secondes. Proton VPN. Donc, vous allez voir Proton VPN présentement. Et je vais juste moi le voir parce que je ne le vois pas. OK. Et je suis capable de choisir, comme on disait tantôt, sur quel serveur aller. Là, je suis sur un service gratuit, donc j'ai un nombre de serveurs qui est limité, mais je suis quand même capable de voir ce qu'il y en est. Et dans mon cas, je veux m'assurer d'aller aux États-Unis et je peux voir l'état des serveurs actuels. Donc, vert, c'est bon signe. Jaune, bien, ils sont pas mal occupés. Puis rouge, bien, tu ne vas pas là, c'est saturé. Donc, je vais en prendre un au hasard. On va prendre celui-là ici. Et là, ça va me montrer que ma connexion a été faite. Donc, ma connexion est maintenant faite. Vous ne la voyez pas, vous, à l'écran, mais moi, je vois que le lien a été complété. Et là, on va retourner sur mon furteur. Juste avant, je vais changer sur Safari. Et sur Safari, si je fais un refresh, bingo, je suis capable de rentrer sur mon service. Donc, je suis reconnu comme étant... Danny aimerait que tu fasses un speed test votant à fast.com dans ton navigateur de ta connexion VPN. Puis après ça, on va refaire un fast.com sans ton VPN, voir qu'est-ce que ça donne. Ouais, ben moi, je vais d'habitude avec Speed of Me. Speed of Me. Donc là, je suis connecté présentement sur le VPN. Et là, en passant, je suis sur le même réseau où je diffuse présentement. Donc, oui, on s'entend là. On s'entend là, c'est beau. C'est quand même bon comme connexion. Là. Vous allez voir que... C'est fonctionnel. Quelques petits dentis, mais ça dépend de ton utilisation. Si tu es un gamer, les dentis vont te faire gricher des dents un peu. Mais pour nous autres, actuellement, c'est pas problématique. Parfait. Fait que là, je vais désactiver mon Proton VPN. Ça déconnecter. Et on va relancer le test. Donc, on était à 271 et 52.
Donc, probablement, je vais avoir un 30 de plus, là. Faites attention, par contre, les solutions gratuites, non, ProtoVPN n'est pas problématique, mais vous pouvez tomber sur des compagnies un peu plus obscures qui vous offrent Ouais, des ouais. VPN gratuits qui sont bloatware, puis plein de publicité, puis plein de cochonneries. Ouais, Fait ouais. que faites attention dans votre choix. Dans le cas de ProtonVPN, à date, moi, c'est pas mal clean. Je Ouais, n'ai c'est pas correct, vraiment c'est eu de bon, ouais. problème. C'est ça, c'est une belle solution. Surtout pour dépanner, là, parce que c'est une solution pour se dépanner. C'est pas nécessairement une solution à gros volume. Là, il faudrait que j'aille dans une solution payante de ProtonVPN, mais regardez, le résultat est quand même bien. Là. Si on compare les deux, là, j'ai peut-être un 10-15 de perte, là, mais pas bien, bien plus. Là. Donc, ça vous donne déjà une idée là, de ce que je perds. Et là, ben, j'ai pogné un serveur qui était vert. C'est pas tout le temps le cas. Des fois, je les pogne jaune. Là, là j'ai plus de misère. Mais dans ce cas-ci, ce soir, on a pogné un serveur qui est quand même assez bien, assez rapide de ce côté-là. Mhm. Donc, ça conclut ma partie, Patricia, sur les Mhm. VPN. J'espère Intéressant, que merci. ça va vous servir, vous donner des idées, peut-être faire des tests Mhm. ou, comme je vous ai dit, tu sais, puis Patricia vous l'a dit un peu plus tôt, de regarder du contenu à l'étranger est souvent une des raisons pourquoi on veut accéder à un VPN dans des cas très précis. Moi, dans mon cas, c'est vraiment très ciblé. Je suis capable de vivre avec le fait que je n'ai pas accès à certaines séries, Netflix ou autres ailleurs. Ceci étant dit, pour certaines émissions aux États-Unis, c'est vraiment pratique pour ces chaînes-là. Donc, on peut s'abonner à des services. Il n'y a pas de vérification que si la carte de crédit est aux États-Unis ou non. Donc, dans mon cas, je paye mon abonnement je pense que c'est 25 par mois US. Là. Donc, c'est raisonnable pour avoir une émission que je veux suivre et que je suis depuis une dizaine d'années. Là. Puis, tu sais, si on pouvait résumer, là, fait que si jamais vous voulez vous choisir une solution, faites un portrait du nombre d'utilisateurs que vous avez autour de Oh, vous, oui. l'équipement, vos besoins. Pourquoi? Quelle est l'utilité de votre VPN? Est-ce que c'est pour vous géolocaliser, pour accéder à du contenu, pour vous anonymiser, par, pour toutes sortes de raisons? Définissez votre besoin, puis après ça, tapez dans Google nom des VPN et vous allez avoir une liste. Après ça, allez dans YouTube puis allez regarder des reviews. Prenez votre temps, puis choisissez votre VPN en fonction de vos besoins. Puis là, en fonction des plateformes, mais si vous voulez plus de contrôle sur la famille, sur le voisin, ces choses-là, ben, peut-être y aller avec une solution Meraki, WRT, PFSense, whatever, là, qui va vous donner un tuning vraiment parfait pour votre VPN. Donc, ça donne Ça quoi la marche bien. géorestriction avec les Ça marche VPN? bien, ça marche bien, Dani. Le seul problème, c'est que la géorestriction Netflix va moins bien fonctionner avec des VPN de moindre qualité qui ont moins d'IP ou moins de pays. Ah oui, oui. Donc, exemple, vous prenez un VPN un peu obscur qui a 2 adresses en France. L'adresse IP finit par être connue par Netflix et lorsqu'elle est connue, éventuellement, ils finissent par se rendre compte que tu l'utilises et là, en plein milieu d'une émission, tu finis ton film, tu reviens au menu, puis là, ça t'a un message d'erreur qui dit que et là, tu n'as pas toujours la possibilité de rechanger d'IP, tu es un peu pris. Mais généralement, si vous allez vers un VPN de qualité, moi j'avais NordVPN, ça fonctionnait comme une tonne de briques, ça va super bien. Oh, Une oui. fois de temps en temps, j'avais l'image qui me dit qu'il y a une erreur, je me déconnectais, je choisissais un autre, ça marchait. C'est ça. C'est ça. Avec les VPN, il faut être patient des fois. Là. Ça se peut que certaines connexions marchent mal. On se déconnecte, on se reconnecte ailleurs. S'il faut rester Mhm. dans le même pays, on va vers une autre option. Puis des fois, ça débloque. Là. Bon point. Danny, les nouvelles règles de Netflix n'exigent pas que tu sois chez toi. Ce que ça dit en gros, c'est que limité d'utilisateurs par rapport à ton abonnement. Donc, si tu prends un abonnement premium 4K de mémoire, c'est 4 ou 5 abonnements, là, 4-5 utilisateurs. Et si tu es plus de 7 jours en dehors de ton domicile, un certain temps, et là, tu vas avoir une fenêtre pop-up qui va exiger de te reconnecter à ton domicile de départ. Donc, techniquement, tu pourrais continuer à utiliser ton Netflix en France, ces choses-là. Maintenant, je ne sais pas si ça permet de faire des jumps France, Espagne, Angleterre, ainsi de suite,
probablement qu'il va y avoir un peu plus de restrictions, mais techniquement, si tu n'es pas 7 jours en France, tu devrais pas avoir le pop-up. Puis si tu as le pop-up, tu as la possibilité de déconnecter ton VPN puis de montrer: «Salut, je suis chez nous». Ouais, c'est ça. Donc